Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef militaire du M23, Sultani Makenga, entre les mains de l'armée ougandaise. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi sur RFI le porte-parole du gouvernement ougandais. Il se serait rendu depuis près de 3 jours après la déroute de son mouvement rebelle en République démocratique du Congo. De son côté, l'armée ougandaise affirme que 1500 autres rebelles du M23 s'y sont livrés aux autorités ougandaises. Grâce à Lambo. Nous les avons tous désarmés et nous sommes en train de rassembler et répertorier leurs armes. Après avoir été traqués et délogés de leur bastion au nord Kivu par les forces armées de la RDC, les poulains de Paul Kagame sont arrivés à la fin de leur aventure. Affaiblis, 1500 rebelles du M23 avec leur chef militaire Sultani Makenga se sont livrés en Ouganda. Drôle de coïncidence, ce pays a été également cité plusieurs fois par les rapports d'experts américains qui l'accusent de soutenir la rébellion du M23. Selon le porte-parole du gouvernement ougandais Ofuono Opondo, Sultani Makenga serait actuellement détenu à Kozoro en Ouganda avec sa garde rapprochée. Mais l'homme fort du M23 est dans le collimateur de la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au nord Kivu. Créé le 6 mai 2012, c'est le 5 novembre dernier que la rébellion du M23 a annoncé la fin immédiate de son insurrection dans la partie est de la RDC. Fini la guerre, mais également les pourparlers de Kampala, déclaration du coordonnateur de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mamba, en a fait la restitution ce jeudi à la presse pour faire le point sur le niveau d'exécution des engagements de la République démocratique du Congo en rapport avec cet accord, mais aussi sur la situation sécuritaire dans l'Est. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cet échange entre le coordonnateur de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba avec la presse. Les niveaux d'exécution des engagements de la RDC en rapport avec l'accord cadre et la situation sécuritaire dans la partie orientale. Mais avant tout, d'observer une minute de silence par rapport à nos forces combattantes. Et donc avec votre autorisation, si nous pouvons nous lever, puisqu'il y a eu également des civils qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ils ont donné leur vie pour le retour de la paix dans l'Est, cette paix promise par les chefs de l'État en mai 2012, aujourd'hui en voie d'être retrouvée. Les chemins est bien sûr celui du respect des accords militaires, diplomatiques et politiques. Cette grande victoire obtenue grâce à cette vision et au déploiement sur les 3 fronts que nous venons d'avoir, la RDC. Nous n'avons plus rien d'autre à faire. Certes, la victoire est acquise, mais alors que faire pour en finir définitivement avec ces guerres cycliques? Parce qu'un résultat comme celui-là, lorsque vous l'avez obtenu, le plus difficile, c'est de le maintenir. Et pour pouvoir le maintenir, nous devons pouvoir continuer l'effort, avoir à l'esprit que nous avons pris des engagements aussi vis-à-vis des autres, nous attaquer au M23, c'était notre priorité, mais il faut maintenant effectivement que nous puissions passer au grand nettoyage, en ce y compris les autres forces négatives. Mission accomplie donc pour la délégation congolaise qui n'attend maintenant plus que les propositions du négociateur pour tourner la page du M23. Entre-temps, pointe dans le viseur du gouvernement congolais l'éradication de tous les groupes armés actifs pour une paix véritablement durable. L'accord cadre d'Addis Abeba fait l'objet de réflexions et d'échanges fructueux entre chercheurs, experts thématiques des institutions publiques et acteurs de la société civile plurielle venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un atelier de 2 jours organisé et clôturé mercredi soir dans la capitale congolaise. Parmi les recommandations adressées aux décideurs compétents, l'éradication des groupes armés, la gestion orthodoxe de la logistique et des ressources humaines de l'armée, l'exemple des chefs des unités basées dans les régions militaires qui ne devraient pas être comme des chefs coutumiers et gardiens de traditions, l'élaboration d'une loi délimitant les pouvoirs fonciers et attribution des autorités traditionnelles et le lancement d'un dialogue social avec les communautés locales afin de comprendre leurs problèmes et les faiblesses de l'administration publique ainsi que de la couverture sécuritaire de l'État dans l'arrière-pays. Les participants ont beaucoup évoqué la question de l'impunité comme étant une question phare et des conclusions qui seront mises à profit du public
vont beaucoup toucher sur cette question-là. Pour arriver justement à stabiliser le pays, on a nécessairement besoin d'un service de sécurité réformé. Et il faut revenir sur les leçons apprises du passé. Quelles ont été les erreurs, quels ont été les succès et quelles sont les pistes phares qu'il faille impérativement appliquer pour le processus dans la suite. Une vision claire à travers des objectifs bien définis par Ossissa et ses partenaires, le réseau pour la réforme du secteur des sécurités et des justices, le Centre pour la gouvernance et l'Institut de la vallée du Rift pour les 48 heures de réflexion et débats axés sur l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. Dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, la population reprend petit à petit goût à la vie. Les activités ont repris aussi normalement et la réjouissance populaire continue. Après le départ du M23, le gouverneur était le premier à visiter cette contrée. Après lui, le député national François Nzekouye, élu de cette circonscription, qui est allé communier avec cette population qui, depuis 2 ans, ne pouvait recevoir aucun de ses élus suite à l'insécurité. C'est un territoire du Rutshuru qui reprend goût à la vie et où on peut recevoir en toute joie ses élus qu'on ne pouvait pas voir depuis que ce territoire était coupé du reste de la RDC par la rébellion du M23. Et le message du député François Nzekouye, le premier à fouler ce sol, était sans équivoque à l'endroit de cette population qui avait perdu tout espoir. Des matelas au centre de santé des Kabaya, Rougari, Bouvunga et Biruma, où sont internées plusieurs victimes de guerre. Puis une messe en hommage au FARDC, une façon pour le député François Nzekouye de communier avec sa base qui ne l'a pas vu depuis son élection. Ensuite, un meeting pour la moraliser davantage. Et même les jeunes ont repris les activités sportives, à l'exemple de ce match de football organisé pour célébrer toujours la victoire des FARDC, à l'issue duquel les équipes ont reçu plusieurs lots. Une joie de la jeunesse qui traduit l'espoir que nourrit désormais cette population de Rutshuru libérée, l'espoir d'une paix durable. La série d'éloges sur la victoire accordée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur le mouvement rebelle continue. Les derniers éloges nous viennent de Justine Poyo-Kasavubu qui souhaite également le retour rapide de corps de l'ancien président Mobutu et de Moïse Tshombe, ancien Premier ministre. On l'écoute. Qui ne peut pas se réjouir de ces victoires, puisque vous savez très bien que les rébellions successives ont menacé notre population et que la désolation là-bas perdure depuis plusieurs années. Donc on ne peut que se féliciter de ces résultats. Mais je pense que nous devons être très prudents parce que quelques victoires militaires ne nous garantissent pas que ces rébellions ne vont pas de nouveau surgir. Nous devons nous ressaisir pour que le Congo puisse effectivement recouvrer son intégrité territoriale. Concertation nationale, oui. Unité nationale, certainement. Donc sur le principe, les uns et les autres ont pu accéder à la nécessité de considérer qu'il fallait rapatrier ces dépouilles. Mais je crois qu'aujourd'hui, si nous parlons de cohésion nationale, il faudrait peut-être aussi ouvrir une autre page de ces considérations-là. C'est-à-dire que, dans le cas du maréchal Mobutu, bien entendu, si la condition de la paix et la cohésion nationale peut revenir grâce à ce rapatriement, mais il ne faudrait pas non plus que ce rapatriement puisse occulter des millions de familles congolaises qui attendent que le système Mobutu soit peut-être la source aussi de réparation. Parce que nous avons aussi la nécessité d'opérer la cohésion nationale au sein de la population congolaise. La victoire des forces armées de la République démocratique du Congo sur le M23 célébrée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les filles et fils du Katanga, forces vives et politiques à travers cette marche, ont tenu à rendre un hommage mérité au commandant suprême de l'armée et au FARDC. Suivez. Toutes les forces vives dans les provinces ne cessent de rendre hommage au commandant suprême de l'armée Joseph Kabila et au FARDC. Messe de grâce organisée ci et là, mais au Katanga, c'est cette marche qui a marqué les esprits. Marche initiée par Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, et à laquelle a pris part toutes les forces vives et politiques du Katanga, dont l'UNADEF.
Une part active qui témoigne les soutiens au président de la République et au FARDC. Marche organisée le week-end dernier pour l'autorité morale de l'UNADEF. C'est un signe de soutien, de détermination et d'attachement que les filles et fils du Katanga ont tenu à témoigner au chef de l'État pour la pacification du Nord Kivu et de l'Est de la RDC. Venus de tous les coins de la ville de Lubumbashi, les Louchois et membres de l'UNADEF ont eu comme point de chute la grande place de la poste de Lubumbashi, où le gouverneur de province Moïse Katumbi tenait à remercier les chefs de l'État et féliciter les FARDC pour l'instauration de la paix en RDC. La République démocratique du Congo vient de signer un accord d'appui additionnel avec la Banque africaine de développement, évalué à plus de 2 millions de dollars américains. Cet accord est en appui au processus de renforcement de capacités institutionnelles en pilotage, de réforme des finances publiques. Le projet s'articule autour de 4 composantes, dont l'un est celui de renforcer les connaissances et échanges d'expériences sur la réforme des finances publiques et la gestion de projets. Au Bandundu, plus de 1300 bancs en bois d'ébène sur bâche se trouvent au port de Sodefort. Il s'agit là du premier lot de commandes passées par l'exécutif provincial, une société d'exploitation forestière. Celle-ci doit livrer à terme à plus de 10 000 bancs aux différentes écoles de la province du Bandundu. Le gouvernement provincial que dirige Jean-Camille Sendou veut atteindre l'un des objectifs qu'il s'est assigné, notamment la revalorisation du secteur éducatif dans la province du Bandundu. En mission à Kinshasa, le ministre du budget de cette province confirme qu'il s'agit là que du premier lot. Nous avons déjà commandé, évidemment, le gouverneur de province a déjà commandé 10 000 bancs pour équiper les écoles à travers la province. Ça, ce n'est qu'une livraison de quelques bancs. Il y a des bancs que nous avons déjà réceptionnés auparavant et il y a des bancs que nous attendons. Une vision axée essentiellement sur la révolution de la modernité, ce vaste programme prôné par le chef de l'État. Ça rentre dans le cadre d'un vaste programme du gouvernement pour équiper les institutions scolaires. Le gouverneur Jean-Camille Sendou poursuit sa vision, celle de développer le Bandundu. Il s'est investi personnellement dans la révalorisation de l'appareil judiciaire dans sa juridiction et dans la réhabilitation des bâtiments qui abritent les instances juridiques. Ainsi, plusieurs centaines de sacs de ciment sont en route pour réfectionner le palais de justice du Bandundu. Un mot de sport avant de nous séparer. Du 16 au 21 décembre prochain, la ville de Bukavu va abriter le championnat national de judo ainsi que l'assemblée générale et élective de la Fédération nationale congolaise de judo. L'annonce a été faite par le président de cette entité sportive qui tient à la réussite de ces événements placés sous le signe de la paix. On va impliquer l'aspect de solidarité à nos frères et sœurs de l'Est par rapport à tous ces affres de guerre injustes qui se sont déroulés à l'Est. Les membres, les sociétaires, les ligues ont pris l'option d'amener le championnat national à l'Est. La Fédération nationale congolaise des judo tient à redonner le sourire à travers son championnat national à la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui a trop souffert suite à la guerre qui sévissait dans cette partie du pays. Ce grand événement sportif est le premier après que la paix soit totalement rétablie. On aura au moins 8 à 9 provinces qui vont participer à cet événement. L'arrivée est prévue le 16, donc c'est le départ le 16 décembre, où il y aura des stages le 16 après-midi, stages, séminaires, parce qu'il faut aider nos frères et sœurs à atteindre le même niveau que les autres. Mais pour cette énième édition de ce championnat national, un accent particulier sera mis sur le social. Nous comptons aussi aller visiter les orphelins et les femmes veuves en leur remettant quelque chose parce que d'ici la semaine prochaine, nous allons lancer une campagne de collecte vestimentaire à travers la ville de Kinshasa. Et tout ce que nous allons récolter, ça sera pour l'Est. Donc là, je demanderai à mes frères et sœurs de médias que vous êtes de nous aider, de nous épauler à réussir cet événement. Le coup d'envoi de cette compétition sera donné le 17 décembre avec un tournoi de paix en équipe entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. L'Assemblée générale et élective, quant à elle, se tiendra le 21 décembre prochain,
toujours à Bukavu, dans le sud Kivu.